Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette conférence organisée par Stratégie sur le thème RSE, le temps d'épreuve. Il s'agit de la deuxième journée de notre semaine de la communication engagée qui donne la parole à des acteurs, des experts de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Hier, nous avons parlé du chemin à suivre pour s'engager dans une démarche responsable, puisque évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement un sujet qui concerne le secteur de la communication, à savoir la publicité zéro carbone. Alors, on dit zéro carbone par facilité, il faudrait plutôt dire bas carbone, puisqu'on sait bien que toute activité humaine a des impacts sur l'environnement, mais on aura l'occasion d'en reparler, de voir comment on peut atteindre cet idéal. La publicité est particulièrement dans le viseur des militants pour l'environnement. La Convention citoyenne pour le climat, l'année dernière, préconisait l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. La loi climat et résilience, actuellement en discussion et qui fait suite à ces propositions, limite de son côté l'encadrement aux seules énergies fossiles. Quand on pense impact de la publicité, il faut parler non seulement du contenu des messages, mais aussi de la façon dont elle est fabriquée, c'est-à-dire de l'empreinte carbone des films publicitaires, du numérique, des magazines papier, de l'affichage, etc. Donc, j'accueillerai à ce propos dans un instant Philippe Schmitt de Prisma Media. Ensuite, nous aurons un échange avec Isabelle Schlumberger et Carole Brosina de JC Deco. Et enfin, une table ronde réunissant cette fois bien Caroline Darmon de Publicis France, Arnaud Tomasi du groupe La Poste et Arnaud Doré d'EcoAct. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous nous efforcerons d'y répondre à la volée au cours de la discussion. Alors, j'accueille tout de suite Philippe Schmitt. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes Chief Transformation Officer du groupe Prisma Media et directeur exécutif de la régie Prisma Media Solutions. Prisma Media, c'est un groupe de presse présent dans tous les foyers français avec des titres comme Femmes Actuelles, Ça m'intéresse, Gala, Géo, Télé Loisirs. Alors, vous allez nous expliquer comment vous en êtes venu à vous préoccuper de RSE et comment cela se traduit dans les actions du groupe. Oui, avec plaisir Pascal, merci beaucoup. Donc, comme vous disiez, en fait, nous sommes donc un groupe de presse à la base qui se sont transformés sur le digital avec plutôt un bon succès quand on voit là, les stats ici sur la slide. Donc, un leadership sur la vidéo, notamment sur l'audience jour en digital et toujours encore sur le print avec une vingtaine de marques que vous voyez avec les petites icônes en bas qui font partie, on va dire, du patrimoine des médias en France. Donc, nous sommes effectivement dans 8 foyers sur 10 en France. Et du coup, cela vient avec une responsabilité. Et donc, du coup, si on est là aujourd'hui pour vous en parler, c'est avec comment dire, une attitude profondément d'humilité, mais aussi d'optimisme, puisqu'en fait, avec autant de Français en contact avec nos marques tous les jours, il y a une responsabilité très, très forte, en fait, et un impact sur la société. Parce que prenons peut-être 2 minutes le recul sur le pourquoi, même si tout le monde est d'accord. La RSE veut dire que la responsabilité sociétale des entreprises. Et peut-être il y a encore quelques années, elle était parfois un peu opposée au business, aux objectifs business. Et aujourd'hui, elle devient indispensable en fait pour réussir dans l'avenir et rester dans le business. Parce que ce n'est pas un choix de prendre la RSE en fait au sein de la direction au sérieux et l'intégrer dans la stratégie d'entreprise. C'est absolument indispensable pour rester en fait dans la société un acteur important, parce que vous savez que le cadre législatif qui bouge énormément, c'est l'arbitre du match. Mais sur le terrain de jeu, c'est les sociétés, c'est les entreprises et c'est les Français, les consommateurs qui décident par leur choix qui va, perdurer comme marque ou non. Et aussi comme marque employeur, si vous voulez encore avoir des équipes en fait qui s'intéressent à votre entreprise, il vaut mieux prendre ces sujets absolument sérieusement dans votre stratégie d'entreprise. Et j'irai plus loin aussi pour les raisons tout simplement de survie de notre société sur la partie climat. Vous avez vu cette semaine un article qui m'a énormément marqué. C'est la première fois que en fait la forêt en Amazonie n'est plus régulateur en fait du climat vers le bas, mais en fait est passé en neutre. Donc on se rapproche vraiment d'une urgence absolument indispensable. Voilà. Avec ce contexte-là, en fait, peut-être permettez-moi aussi de dire que les médias et notamment la publicité, qui sont souvent aussi un peu le bouc émissaire de tout, ont un rôle, on va dire, dans le meilleur et le pire. Et je suis très direct avec vous, c'est-à-dire que les médias sont dans leur rôle de miroir d'une société dans son époque.
souvent en fait au début partie intégrante du problème. Je prends l'exemple, par exemple, de la clope ou de la cigarette des années 70 avec l'idéalisation de la liberté, le Marlboro Man, etc. Et une fois les études étaient sorties sur l'effet cancérogène, etc., les médias passent du côté solution pour réveiller, pour sensibiliser le grand public et finalement aussi amplifier une pression qui fait qu'en fait les grandes acteurs du système bougent. Et c'est pareil en fait, je pense que sur l'environnement et c'est la RSE au sens large, puisqu'en fait pour l'aborder il faut de la transparence. Donc vraiment le premier message de cet échange avec vous Pascal face à vous aujourd'hui, c'est que il faut comment dire une transparence et surtout une sincérité dans ce sujet, et peut-être aussi en tant qu'Allemand depuis 20 ans en France, je dirais que culturellement, la culture latine est plutôt je me tais tant que je ne suis pas parfait. Et peut-être les anglo-saxons ont plutôt cette approche que, en fait, c'est le progrès qui compte. Donc, il vaut mieux le progrès de l'existant que la théorisation du parfait, qui est inatteignable de toute façon. Et on part déjà ce qu'on fait bien et on avance, on avance, on avance et on partage et on en parle pour apprendre ensemble, itérer et finalement vraiment créer un encouragement, une co-construction d'un écosystème au lieu de se dire que puisque je ne suis pas parfait, puisqu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore optimales, il vaut mieux se taire, sinon je me fais bâcher, etc. Donc, je voulais vraiment faire passer ce message en entrée. C'est intéressant, ça, on a beaucoup abordé ce sujet déjà hier, et puis on va y revenir, on a d'autres thématiques sur la communication, de dire, voilà, voilà, communiquer, c'est s'exposer, et communiquer sur ce qu'on fait bien, c'est aussi s'exposer sur ce qu'on ne fait pas encore bien, et il y a beaucoup de marques jusqu'à présent qui n'osaient pas, communiquer, qui faisaient un peu, mais restaient discrètes. Ouais, absolument. Donc, c'est vraiment le Nobody's Perfect. Donc, let's start now. Ce côté, avant de donner des leçons ou complètement s'abstenir du sujet, de devenir en fait acteur et surtout se connecter à son écosystème. Ça, c'est aussi un message que je voulais vraiment partager avec vous parce que c'est en faisant en fait qu'on apprend les choses et c'est pas en fait en restant en dehors en fait de ce mouvement. Et surtout aussi beaucoup d'acteurs économiques voyaient ça comme une contrainte. Parce que, soyons honnêtes, en fait, beaucoup d'industries avaient déjà des challenges avant le Covid. Le Covid, en plus, a accentué encore des challenges économiques assez forts et graves. Et en fait, la partie donc RSE était souvent dans les boîtes aussi considérée comme un centre de coût qui était géré par beaucoup d'experts, parce que c'est en plus un sujet qui demande beaucoup d'expertise et nécessité et technicité, mais ce n'était pas forcément intégré, on va dire, dans la stratégie globale de la direction de l'entreprise. Et ça, c'est très important, en fait, à changer au plus vite possible. C'est pour ça aussi que je salue mes amis comme Julien et Stéphanie, nos experts SE, en fait, de Prisma. C'est pour ça aussi un membre du COMEX, en fait, vous parle aujourd'hui parce que je suis beaucoup, beaucoup moins compétent que la plupart de vous déjà dans le public. Mais c'est un sujet, en fait, où il faut vraiment se former et voir, en fait, ce qui est possible et apprendre ensemble pour avancer sur ce triptyque, je dirais, que sur la partie RSE, qui est vraiment de mesurer ce qu'on fait. Ensuite, vraiment de faire de l'action pour tester l'impact sur la mesure et ensuite aussi se connecter en fait à des tiers pour éventuellement compenser ou apprendre des choses. Ça, c'est très important. Chez Prisma Media, notre stratégie, elle recompose en fait sur 3 couches. La première, c'est en fait nos marques en contact avec 8 Français sur 10. Aide les Français à être sensibilisés, justement, comme je disais, que le rôle des médias qui maintenant, au début, peut-être partie du problème, passe du côté faisant partie de la solution pour justement aider avec les gestes, la sensibilisation, le décryptage, les études qui sortent aussi pour éveiller le grand public et surtout rendre transparent ce qui se passe. Et surtout, nous sommes un groupe qui n'a aucune ambition idéologique ou politique, toujours. On n'a aucune marque qui va dans ce sens, mais on a des marques qui sont très ancrées dans le quotidien des Français. Donc, premier rôle. Le deuxième, c'est qu'en tant qu'acteur entreprise, pour pas finir comme l'arroseur arrosé, il faut faire sa démarche soi-même, sinon c'est difficile en fait d'en parler. Et donc, du coup, en tant qu'entreprise, avoir une stratégie RSE qui est vraiment globale. Parce que chez Prisma Media, par exemple, nous avons 3 priorités qui sont tous les sujets en fait de la diversité dans la société, puisque nous avons donc beaucoup de marques qui s'adressent à tous les Français, donc un sujet qui nous tient très cher à cœur. Il y a le deuxième, c'est les femmes, la protection des femmes, le rôle des femmes dans la société, en France et partout, avec un soutien des organisations qui vont dans ce sens. On pourra approfondir le sujet. Et le troisième, c'est le sujet le plus urgent pour nous tous, c'est le changement climatique. Et pour cela, en fait, ensuite se décompose, on va dire, la troisième couche, c'est en fait comment nous, en tant qu'acteurs, on peut aussi aider, en tant que régie notamment,
nos partenaires annonceurs, les marques, en fait, à aller plus vite, plus loin sur ces sujets, à la fois dans l'action, mais aussi dans la communication, pour le faire savoir et aussi passer à l'action. Et ce qui est très important, c'est que ça soit une stratégie qui nécessite aussi de la profondeur et qui ne se résume pas sur les tweets ou des offres, mais en fait, c'est quelque chose en fait qui doit durer et doit s'inscrire dans les décennies tout en étant urgent. Et là, c'est compliqué. Chez nous, par exemple, la partie RSE, elle était prise en compte depuis plus que 10 ans, puisqu'en fait, on a un acteur de la société et on a commencé à faire notre premier bilan carbone, par exemple, en 2008-2009. Le dernier date de 2019, nous sommes en train de le annualiser, entre guillemets, et aussi le rendre possible marque par marque. Et la dernière étape, on en parlera peut-être aussi après, c'est la calculette carbone qui permet aussi en fait de mesurer vraiment campagne média après campagne média pour ensuite avoir vraiment la transparence, la lisibilité et agir en fonction. Alors justement, vous avez fait votre premier bilan carbone en 2008, vous disiez. Quels sont les postes les plus émetteurs finalement de carbone chez Prisma Media? Il y a la partie papier, aussi la partie numérique. Et comment vous avez progressé? Enfin, est-ce que vous avez effectivement réussi à diminuer vos émissions sur ces différents postes? Oui, ce que je disais complètement. Donc, passer au progrès de l'existant et l'action. Donc, déjà, il y a 10 ans, en fait, on voyait que on était encore très print à l'époque. Donc, du coup, forcément, c'est très lié au print, au transport, la production des papiers, matières premières. Ce qui a changé en 10 ans, c'est aussi lié à notre transformation digitale, mais aussi à toutes les actions qui étaient entreprises depuis, que ce soit de prioriser voilà, tout ce qui est les forêts gérées éco-responsables, le mix énergétique de nos fournisseurs, l'optimisation logistique, etc. Et donc aussi la transformation digitale qui a fait qu'en fait, en 10 ans, nous avons pu diviser par 2 notre empreinte carbone et ne c'est que le début, c'est pas du tout suffisant. Et nous étudions à l'heure, en fait, les actions à rajouter avec donc cette ambition en fait qu'on s'est fixé l'an dernier en fait d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2030. Donc c'est ça en fait le cap. Il y a beaucoup de groupes aussi du CAC 40 qui sont donné ce cap. Je pense qu'à terme aussi de passer en fait en émissions carbone positif, c'était négatif. Ça veut dire qu'en fait de trouver aussi des actions compensatrices en fait qui vont au-delà de votre empreinte et finalement de votre empreinte en tant qu'entreprise seule dans un écosystème en fait qui est en train de bouger. Donc après 2030, carrément carbone négatif. On va essayer absolument, c'est très important de se fixer un objectif très ambitieux parce que c'est dans les premières années en fait, on met en place les voies et les possibilités d'y arriver. Et surtout, il y a aussi un cadre législatif qui bouge. Et je pense que avant qu'on soit en retard, il vaut mieux d'en faire aussi un avantage concurrentiel pour justement lier la responsabilité sociétale et donc climatologique aussi avec les responsabilités économiques de l'entreprise dans tout un écosystème qui est en train de bouger sur la partie climatique, mais aussi ne pas oublier les autres parties. Ce que je disais que sur la protection des femmes, par exemple, la diversité, la société est en train d'évoluer avec beaucoup plus de transparence et les médias en fait partie. Donc, on se souvient bien de l'effet MeToo ou Balance ton agency, etc., avec des polémiques autour. Donc, les médias ont vraiment un rôle très particulier à rendre transparent ce qui se passe, creuser et obliger les acteurs aussi à accélérer en fait leur engagement. Juste, je reviens, vous disiez donc la transformation digitale vous a aidé à diminuer votre empreinte carbone. En même temps, on va en reparler tout à l'heure avec La Poste et EcoAct, de comparatif entre numérique et papier n'est pas toujours à l'avantage du numérique. Qu'est-ce que vous menez comme action pour justement réduire l'empreinte numérique de votre activité? Oui, vous savez que donc, dans le bilan carbone, en fait, on descend extrêmement dans les détails et avec des pistes de réduction très, très concrètes, que ce soit la réduction de fichiers, de regarder justement sur quel device, en fait, les consommateurs consomment, par exemple, des vidéos. Ce que je disais que nous sommes acteurs majeurs en vidéo, nous sommes leaders sur la vidéo en France en digital. Et du coup, à la fois, économiquement, c'est intéressant pour un groupe de presse de se transformer, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que les vidéos soient en basse définition quand ils sont regardés sur un petit écran en fait de 5 cm C'est de regarder en fait de repatrier vos serveurs en France, de regarder le mix énergétique de vos fournisseurs
ce qui est très important. Ça veut dire que donc le même fournisseur, en mettant la pression sur lui, en regardant ce qu'on peut faire, en fait, on peut changer plein de choses avec la même chaîne, on va dire, de production. Et surtout aussi de se former nos équipes aussi sur des nouveaux outils qui intègrent ce type de mesures. Et donc, sans data, en fait, les actions sont malheureusement opaques et aveugles en interne et on ne sait pas, en fait, ce qui va dans le bon sens. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de se connecter, en fait, avec l'écosystème, avec les agences, les annonceurs, pour partager, en fait, ces insights et finalement encourager, co-créer un système de incentivisation qui va, en fait, vraiment dans le bon sens et qui n'est pas du tout dans l'optique de donneur de leçons. Nous, on a fait ci, quand est-ce que vous allez faire ça? Mais qui encourage un écosystème. Prenons peut-être l'exemple de la calculette carbone. Oui, voilà, vous avez commencé à l'évoquer, donc ça, c'est une action concrète que vous avez mise en place. Oui, tout à fait, parce qu'après avoir mesuré donc toute l'entreprise et marque par marque, on se disait que ce qui vraiment est nécessaire, c'est une mesure en fait à la campagne, au format prêt. Et surtout ensuite créer un système, un peu comme on dit en marketing du nudge, qui incite en fait les acteurs à être sensibilisés et à co-engager pour améliorer le statu quo. Et pour ça, en fait, donc on a lancé cette calculette avec un des Big Five, on va dire des éco-cabinets, qui est EcoAct, avec un énorme travail en fait de remonter les datas en fait en bottom-up sur l'ensemble de fournisseurs. Donc c'est ce qu'on appelle un bilan de scope 3, donc qui inclut donc toutes les matières premières, l'ensemble en fait de la chaîne de production jusqu'à les fins de vie auprès des consommateurs. Comme par exemple un L'Oréal qui va juste en fait à la mesure de la quantité d'eau sur des shampoings qui sont vendus aux consommateurs. Donc ça englobe vraiment tout. Et ensuite, en fait, c'est décliné donc à la campagne média avec cette calculette qui permet à un annonceur en fait de connaître l'empreinte carbone d'une campagne, d'une page, d'une bannière, d'une vidéo, d'une newsletter. Vous faites ça pour chaque format et chaque annonceur. Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, c'est pas encore automatisé, donc il faut le saisir et ensuite c'est calculable. Mais c'est les vraies datas de Prisma Media. C'est pas ce que j'appelle le piège de la moyennisation. Donc, c'est pas des bouchons benchmark marché assez grossiers, mais c'est vraiment nos datas nous qui sont donc labellisés et donc du coup surveillés par EcoAct pour remonter dans la calculette avec un annonceur qui donc book une campagne chez nous. Il peut donc savoir l'empreinte carbone. En plus, on donne une UX où on peut voir l'équivalent de, par exemple, vol Paris-New York ou voyage TGV Paris-Avignon ou plat à base de viande pour que vraiment rendre très, très, très tangible en fait l'empreinte carbone. Ça, c'est, je pense, qui est très important parce que beaucoup de notions sont encore très abstraites et c'est très technique ce que je disais. Donc, on engage en fait déjà un dialogue avec l'annonceur et l'agence sur l'empreinte carbone. Et ensuite, en fait, on encourage, on propose donc de compenser et de voir les pistes en fait pour réduire. Et si l'annonceur décide en fait à compenser, en fait, on a décidé on double la compensation pour justement avoir le double effet en fait sur quelqu'un qui décide de s'engager. Et surtout, c'est vraiment une idée de création de réflexe. C'est pas une approche commerciale parce que l'exemple serait peut-être plus une page de print, ce serait la compensation carbone, c'est peut-être 10 euros. Donc, c'est pas un sujet monétique, mais c'est vraiment très important en fait de sensibiliser, de rentrer dans le dialogue et de trouver en fait des pistes ensemble pour améliorer. Et pour compenser aussi ceux qui se sont déjà mis en marche, qui ont déjà, pris beaucoup d'actions, comme les signataires du programme FAIR de l'UDM, on a décidé en fait de systématiquement compenser et les soutenir. L'Union des marques, absolument. Ouais. Donc, en fait, comme on dit souvent, vous compensez quand il y a eu déjà des efforts de réduction, c'est ça. Donc, vous calculez, vous réduisez là où vous pouvez, et ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense. Oui, tout à fait. Et donc, vous le compensez comment ? Alors, la compensation est, en plus, je me permets de briser ce tabou, et souvent, on va dire aussi très décrié comme le droit donc de polluer, donc attention à la compensation. Alors, nous pensons vraiment le triptyque mesurer, réduire et compenser, en fait, et c'est très important à chaque dimension de ce triptyque. La compensation, elle est importante aussi, je pense que par rapport à des sociétés et des industries très développées comme l'Europe et la France, pour justement, le climat ne connaît pas de frontières, en fait, pour permettre, en fait, à des pays qui sont moins favorisés, qui ont moins aussi des budgets pour aller dans ce sens, en fait, de rattraper le retard. Et c'est pour ça nous avons fait beaucoup d'études sur 2 projets concrètement, un projet en Amazonie pour la reforestation, justement pour les raisons évoquées, que c'est les poumons, on va dire, du climat du monde. En plus, pour quelqu'un qui travaille énormément avec du papier,
ça paraissait en fait assez naturel en fait de soutenir la réforestation. Et comment dire, nos fournisseurs naturels, qui est plutôt les papetiers, on va dire finlandaises, ils ont déjà en fait un système de réforestation très 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 puissant en place. Donc l'urgence était pour nous vraiment sur l'Amazonie. En plus, l'article que je vous ai cité cette semaine m'a encore conforté. Oui. Et en plus, vous avez des titres comme Géo, National Geographic, vous êtes absolument aussi au voyage. Donc, et encore une fois, le climat ne connaît pas de frontières, donc c'était important de marquer ce symbole. Et pareil, un autre sujet sur les énergies renouvelables en Inde, qui permet justement à la première démocratie, à une des plus grandes industries du monde en fait, et à des populations aussi beaucoup moins fortunées, avoir accès en fait à des énergies dites green en fait à des prix convenables. Donc ça c'est le début. Donc nous avons donc acheté donc des crédits entre guillemets donc de soutien pour ces causes-là, avec qui nous allons donc justement travailler avec nos partenaires lanceurs qui le souhaitent et donc comme je disais les signataires du programme FAIR dans un premier temps. Mais ça c'est que le début parce que le message peut-être à partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'idée c'est que chacun dans son rôle, dans sa place de l'écosystème de la chaîne des productions, fait ce qu'il peut le plus vite, le plus fort possible pour agir et pour aller dans le bon sens. Et c'est pour ça aussi, par exemple, tout ce qui est empreinte carbone sur la production des campagnes, c'est pas intégré en fait dans la mesure de notre calculette carbone. Donc, nous recommandons vraiment aux lanceurs de prendre des mesures, de mesurer aussi comment est produit leur campagne, à la fois sur le fond, la forme, bien sûr aussi, et d'où l'idée aussi de soutenir voilà, le programme FAIR avec cet effet-là et finalement sensibiliser chaque acteur dans l'écosystème à faire en fait et assumer son rôle, s'interconnecter, partager, faire aussi des critiques. Voilà, votre système, il fonctionne comment? Nous, on a vu ça. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Les calculettes carbone, par exemple, il y a d'autres régies qui les sont créées. Donc là, il est le moment en fait de se connecter, de comparer comment on mesure, qu'est-ce qui marche difficilement. Les agences ont aussi lancé leur calculette agrégateur, agrégatrice. Donc l'idée, c'est aussi en fait d'avancer le plus vite possible. Et puis après, surtout de inciter tout un écosystème en fait à aller dans le bon sens. Et aussi peut-être, ça c'est peut-être le dernier message avant peut-être on passe aussi en mode échange. Arrêtez de faire de la publicité le bouc émissaire de tout, parce que ça me pèse personnellement et en tant que passionné des médias, parce qu'il ne faut pas oublier que la publicité finance les médias dans une démocratie, et je dirais même que la santé des médias dans un pays, notamment démocratie, est souvent aussi le baromètre en fait, du côté sain en fait d'une démocratie. Prenons l'exemple voilà d'une grande démocratie qui sont les États-Unis, avec la disparition de la presse quasiment entre les deux côtes, hein, soyons honnêtes. Et on voit aussi ce qui s'est passé ces derniers mois en fait. Donc attention face au populisme aussi. Les médias ont besoin aussi d'être en bonne santé, économiquement indépendants. Donc, on ne peut pas leur mettre la pression par des forces externes pour justement aussi assumer ce rôle de rendre transparent, de mettre en lumière, de sensibiliser une population et surtout aussi pouvoir participer en fait à l'écosystème. Et donc ça, c'est très important. Et je pense qu'en France, notamment les travaux qui sont faits par la filière de la communication, de l'autorégulation, les états généraux, ça va dans le bon sens. La mission Bousquet. Donc, il y a énormément de choses qui se passent et je pense que c'est un dialogue, intelligent et pas du top-down à taper sur la pub puisque c'est très facile et un petit peu trop facile. Oui, non, c'est vrai que l'économie des médias, c'est souvent ce qui est un peu passé sous silence dans ces discussions qui sont très légitimes. Enfin, on comprend bien que les conventions citoyennes sur le climat, par exemple, se soient insurgées contre la publicité pour les produits polluants. Mais c'est vrai que, bon, il y a, la presse, en particulier, les médias ont souffert quand même là aussi l'année dernière de baisse de revenus publicitaires. Donc, on ne peut pas non plus voilà, tout mettre sur le dos des médias. Juste une petite question que je vois, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais je crois que ça intéresse beaucoup la calculette carbone. Comment l'avez-vous construite? Sur quel référentiel? On rappelle, vous avez travaillé avec EcoAct, qui est spécialiste de ce genre de montage, d'opération, mais juste rappeler ce que vous mesurez exactement.
Alors donc c'est un projet qui a duré 6 mois en fait, avec des task force en interne. Donc c'était assez colossal le travail pour faire remonter toutes les données internes de nos prestataires, ce que je disais sur les matières premières. Donc comment, par exemple, un imprimeur en France, en Allemagne, voilà, c'est quoi son mix énergétique, qu'est-ce qui sont, comment dire, les matières premières qui sont utilisées, qu'est-ce qui est ensuite voilà, toutes les déplacements des collaborateurs, le siège. Prisma Media est basé en France, en Île-de-France, à Gennevilliers. Donc vraiment, c'est vraiment de récolter l'ensemble des datas qui sont donc structurés par un acteur comme EcoAct, mais il y en a plein d'autres. Donc, effectivement, l'idée, c'est de prendre quelqu'un aussi qui travaille à l'échelle internationale, qui est important, qui connaît les benchmarks, qui connaît aussi la structure des mesures et la cohérence des mesures, et ensuite de nourrir en bottom-up avec nos inputs petit à petit, et finalement aussi être capable de le réactualiser de plus en plus en temps réel. Avant, c'était des photographies, on va dire, à l'époque tous les 10 ans, ensuite tous les ans, et maintenant on rentre dans une logique de plus en plus real-time, en temps réel, pour avoir, on va dire, les datas les plus justes à un moment donné, et les remettre à jour. Et peut-être aussi, parfois, c'est des approximatifs, effectivement. Ça veut dire comment on calcule, on va dire, l'empreinte carbone des mails chez Prisma. Nous avons une base CRM de newsletter extrêmement important, près de 15 millions. Et donc, c'est quand est-ce que la personne l'ouvre, est-ce qu'elle efface le mail ou pas, sur quel device. Donc, tout ça, ça joue. Et donc, je dirais que c'est un mix entre les datas réelles, parfois même en temps réel, et ensuite, en fait, avec des benchmarks approximatifs qui sont encore moyennisés. Et je pense qu'en avançant dans le temps, on va se rapprocher en fait des datas partout, très individuels, très justes, très mesurés aussi, peut-être avec des outils technologiques qui le permettent, peut-être même l'intelligence artificielle qui va le faire remonter, et peut-être même à terme, ça va être certifié par des blockchains qui sont justement de tiers de confiance, ce qui font aujourd'hui les grands cabinets, on va dire, qui, comme un commissaire aux comptes, en fait, valident votre côté bankable des bilans carbone et des calculettes. Mmh. D'accord. Bon, le temps avance très vite. On n'a pas encore tout dit. Je prends juste une autre question là. À quand le 100% papier recyclé plutôt que le papier glacé? C'est peut-être l'occasion de rappeler un petit peu l'origine des papiers aussi que vous utilisez. Oui, tout à fait. Donc, oui, tous nos papiers sont certifiés à partir des forêts éco-gérées, ce que je disais, mais depuis plus que 10 ans, et tous les papiers sont recyclables. Alors, tous les papiers ne sont pas encore recyclés, parce qu'effectivement, il y a un changement aussi effectivement du consommateur et aussi de l'annonceur, d'accepter effectivement que même une page, voilà, de belles marques en fait sont imprimées sur des papiers plus ternes, moins blancs, etc. Donc, je pense qu'il y a, comment dire, une culture du marché et une appréciation du produit par rapport à des trade-offs qui sont en train de se produire. Beaucoup de gens sont déjà prêts, d'autres ne le sont pas encore. Mais je disais qu'en fait, la bonne RSE, elle rime ensemble en fait avec la réussite économique de l'entreprise. Et si c'était en fait, voilà, pour par exemple demain remplacer tous les papiers par des papiers 100% recyclés, avec toutes les conséquences peut-être économiques que voilà, certains annonceurs n'iraient plus en fait insérer. Notre rôle de faire avancer, on va dire, l'écosystème. Et du coup, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est graduel. Il est sûr qu'il faut que ça avance plus vite, que ça accélère. Il y a aussi parfois des polémiques sur des sujets très, comment dire, grand public, donc par exemple le papier recyclé ou les blisters en plastique. Mais parfois, c'est pas les vrais sujets en fait en empreinte carbone à grande échelle en fait qui comptent. Donc, mon message, c'est vraiment de s'intéresser au sujet, de se former sur la technicité et de chercher aussi l'échange un peu plus en profondeur que sur des micro-sujets. Je prends un exemple par exemple, le Guardian, il a arrêté d'accepter la publicité comment dire, d'un lanceur du pétrole et du fossile. Ouais. Et donc, c'est des messages très forts, etc. Et je le salue. On aurait pu faire pareil, on en a parlé, etc. Mais bon, après, il faut voir aussi votre impact du business pour juste un effet d'annonce par rapport à ça. Je pense que ce qui est important, c'est en fait que toute l'entreprise en fait change, qu'on se connecte dans un écosystème, qu'on encourage ces différents partenaires, nos différentes interdépendances. Est-ce qu'on est encore assez au début du process, et l'idée, c'est maintenant en fait de se mettre en marche de intelligence collective.
D'accord. Et j'ai vu aussi passer une question sur les lecteurs. Enfin, finalement, ce que vous mettez en place là, Oui, c'est vraiment quelque chose, c'est dans les coulisses, hein, c'est pas forcément vu oui, par les lecteurs, mais tout à fait. est-ce que quand même vous avez des actions pour les sensibiliser et pour voilà, les associer quelque part, enfin, est-ce qu'il peut même y avoir une Mhm. préférence des lecteurs aux titres qui font ce genre d'initiative, enfin. Oui, absolument. Donc, je me suis un peu, voilà, comment dire, penché sur le sujet en préparation de cet entretien. Donc, on avait fait plusieurs milliers de sujets en fait en 2020 sur le thème, on va dire, du RSE au sens large pour sensibiliser les Français. Et je parle RSE au sens large, pas que l'écologie, mais aussi tous les autres sujets, l'égalité homme-femme, diversité, etc., protection des mineurs et c'est un sujet absolument important pour la société. Donc, je pense que le grand public est éveillé et même en avance par rapport à beaucoup de marques. Et c'est donc une bascule en fait saine qui se produit, qu'on voit aussi le législateur en fait qui réagit. C'est souvent le moment où en fait que la prise de conscience du grand public met la pression sur tout le système, et tant mieux. Et notre rôle en tant que média qui touche 8 Français sur 10, c'est d'éviter les polémiques, parfois même les fake news aussi sur ce sujet-là, de décrypter et surtout en fait de faire passer le message que chacun, même à titre personnel, en est acteur. Demain, en fait, je peux changer ma vie et surtout mes filles vont m'accuser peut-être un jour. Pourquoi t'es pas passé à la voiture électrique plus tôt, papa? Pourquoi tu es encore sur le barbecue? Voilà, ce qui paraît normal aujourd'hui, on sera les complètement has-been dans quelques années. Et donc, il faut que chacun, à titre individuel de GR, se remette en question. Et les sociétés qui ont des entreprises qui ont un impact fort sur la société, encore plus rapidement, même si parfois l'inertie, on va dire, des grandes organisations fait que ça prend du temps. Mais là, l'heure était à l'urgence. Mhm. Bon. Très bien, merci beaucoup Philippe. C'est vrai qu'on aurait bien aimé continuer cette conversation, même parler de peut-être donc est-ce que certains acteurs du marché vont se finalement, enfin Allô, allô? est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc voilà, est-ce que vous pensez que finalement, à budget égal, le marché va favoriser les acteurs qui s'engagent sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental? Finalement, toutes choses égales par ailleurs. Je crois que Philippe ne m'entend pas. Ah, je suis revenu. Ah, d'accord. Voilà. Non, non, voilà, juste pour conclure, voilà, savoir si à budget égal, le marché va favoriser les acteurs justement qui s'engagent sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental. Oui, je pense que oui. Après, entre le dire et le faire, je prends un exemple très concret sur le label Digital at Trust de la pub Oui, digitale. voilà, c'est On a lancé intéressant. il y a quelques années. Beaucoup de régies, dont la nôtre, se sont énormément engagées. C'est des Mhm, manques à gagner parfois de plus que 1 million d'euros. Et voilà, parfois les agences ou les annonceurs nous disent que oui, mais à performance égale, c'est quand même pas le même prix. Et donc, j'ai juste envie de dire que oui, en fait, si vous achetez du bio, bah, il faut aussi être prêt un peu à dépenser un peu plus par rapport à votre rôle dans la société. Donc, mhm, si on veut acheter un poulet à 2 euros, un poulet rôti, il faut pas s'étonner en fait qu'il y a des antibiotiques et que c'est pas le même poulet que la Belle Rouge qui coûte 15 euros. Et donc, nous, on essaye là, pour l'instant, en fait, ça n'a aucun impact sur les prix, mais il faut quand même aussi un peu soutenir les acteurs qui font cette démarche, des acteurs aussi nationaux. On parle souvent des producteurs locaux. J'ai aussi envie de dire que pourquoi les annonceurs ne soutiennent pas peut-être un peu plus, comment dire, les acteurs nationaux déjà. Et donc, en tout cas, nous, on fait tout pour, et j'espère que le message passe. mhm. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup Philippe. Je pense que vous avez pu bien développer vos actions, effectivement. On en sait un petit peu plus sur les initiatives de Prisma Media. Donc, merci beaucoup. On va continuer sur le reste de notre échange ce matin. Je vais donc passer la parole à Isabelle Schlumberger, directrice générale commerce, marketing et développement de JC Deco, et Caroline Brosina, directrice du développement durable de JC Deco. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc, on a vu donc une accélération dans la mise en place d'actions de compensation et de réduction de l'impact carbone dans les médias, et encore plus avec la crise Covid. Donc, nous venons de parler de la presse, et maintenant nous abordons le média de la communication extérieure.
Bonjour Isabelle. Vous allez nous rappeler l'histoire de JC Decaux, l'origine de son intérêt pour les questions sociales et environnementales. Mais d'abord, parlons de l'actualité. Vous venez d'annoncer votre volonté d'atteindre la neutralité carbone dès la fin 2021. Donc, comment allez-vous procéder et surtout, comment pensez-vous y arriver si vite? Oui, alors en effet, cette avancée qui est relativement majeure pour nous, elle est à premier titre pour notre entreprise, pour nos clients demain, parce que c'est la garantie pour eux d'avoir des campagnes neutres en carbone. Et bien sûr, ça s'inscrit parfaitement dans une transition, une démarche de transition écologique. Concrètement, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Peut-être Isabelle peut couper son micro. Je crois qu'il y a un écho. En effet. Donc, je disais, être neutre en carbone d'ici la fin de l'année 2021 s'improvise pas. Et en fait, comme le disait tout à l'heure, en effet, Philippe, ça s'inscrit et c'est rendu possible aujourd'hui parce qu'on a une stratégie de développement durable qui est engagée de longue date. Et on pourra y revenir sur certains chiffres, mais le fait d'avoir engagé des actions depuis un certain nombre d'années sur nos postes d'émissions carbone nous permettent de pouvoir atteindre la neutralité carbone à la fin de l'année. Et par ailleurs, un deuxième fondamental clé, c'est le fait d'avoir aujourd'hui une vraie maturité et une vraie démarche reconnue, c'est-à-dire que on est par exemple noté par le CDP, qui est le Carbon Disclosure Project, qui vise à noter les entreprises qui se saisissent de l'urgence climatique, qui maîtrisent leurs enjeux, qui ont des plans d'action, qui ont des indicateurs de performance et donc une vraie maturité. Et ça fait maintenant 2 années consécutives qu'on est dans la liste A2 du CDP, c'est-à-dire qu'on est noté à un niveau leadership. On fait partie des seules entreprises, en tout cas nous sommes la seule entreprise en vue de communication extérieure internationale à avoir atteint un tel niveau. Je dis ça parce que c'est important, parce qu'encore une fois, viser la neutralité carbone, ça ne s'improvise pas et c'est vraiment basé sur des fondations et un engagement qui est là depuis un certain nombre d'années. Sans grande surprise, et Philippe le disait il y a quelques minutes, pour être neutre en carbone, il faut déjà savoir quelle est les émissions globales de nos activités. Et donc, on va activer 3 leviers qui sont clés, mais qui sont fondamentaux, qui sont les mêmes pour tous les acteurs. C'est-à-dire le premier, mesurer, le second, réduire, et le troisième, compenser. Pour nous, il était important et indispensable d'agir ici et maintenant. En effet, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont mis comme objectif d'être neutres en carbone, c'est-à-dire d'équilibrer les émissions CO2 versus les émissions évitées ou absorbées à horizon 2030-2050. Nous, on a voulu faire la mesure maintenant et être en capacité d'agir maintenant, donc dès 2021. Et notre démarche, elle est assez proactive et volontariste dans la mesure où on va sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Jusqu'à présent, en effet, comme entreprise française, on était soumis à la réglementation bilan carbone et on faisait un bilan carbone régulièrement sur les scopes 1 et 2, donc nos émissions, on va dire, directes et indirectes. Là, nous, on a choisi d'avoir la vision complète sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire d'aller chercher jusqu'au scope 3. Et donc, généralement, dans le scope 3, on va y retrouver, par exemple, les déplacements domicile-travail de nos collaborateurs, la fin de vie de nos mobiliers, la fabrication de nos mobiliers, également toute la partie fournisseurs. Donc, quels sont les impacts de nos fournisseurs? Donc, on comprend que c'est un scope 3 qui est beaucoup plus difficile à appréhender, sur lequel on va avoir moins de marge de manœuvre, mais nous a paru indispensable d'activer et d'agir dès maintenant là-dessus. Donc là, on est accompagné en effet par EcoAct. Ils sont actuellement, on a mobilisé 40 collaborateurs, c'est 17 directions mobilisées, donc c'est vrai que c'est un vrai travail de fond et de transformation pour mesurer cette empreinte carbone. Une fois qu'on va avoir fini les éléments de mesure, donc savoir d'où on part, l'objectif est de pouvoir réduire. Donc on a déjà, je le disais, un certain nombre de plans d'action, d'engagement qui sont là de longue date. On a par exemple réduit, si je parle que d'empreinte carbone, entre 2017 et 2020, on a déjà réduit de moins 55% nos émissions carbone à l'échelle de la France, moins 64% à l'échelle du groupe. Ce qui veut dire qu'on a déjà, encore une fois, une maturité, une démarche qui est engagée et des plans d'action qui sont concrets et efficaces. Sur quelle période? Rappelez-nous sur quelle période? C'était sur les 4 dernières années. Donc là, entre 2017 et 2020, rien que pour la France, on a divisé par 2 les émissions carbone. Donc, on a des plans d'action concrets, efficaces et tangibles. Maintenant, pour autant, il va falloir continuer à les nourrir, à les challenger et surtout à aller activer des plans d'action sur le scope 3, qui va être un scope nouveau. Et on aura, après la phase de mesure et la phase de réduction, on va utiliser un mécanisme de compensation sur les émissions résiduelles à court terme. Mais encore une fois, vous l'avez compris, la compensation, c'est entre guillemets la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que notre objectif, c'est réduire. Et la compensation, l'objectif, c'est que ça se réduise comme peau de chagrin au fil de l'eau. Donc voilà comment concrètement et méthodologiquement on va s'y prendre. Donc, rappelez-nous un peu quels sont les postes qui ont le plus d'empreinte carbone chez JC Decaux. Oui, alors il faut savoir qu'on a cette particularité et cette force, en tout cas chez Decaux, c'est qu'on maîtrise l'ensemble de notre chaîne de valeur. Ce qui veut dire qu'on a des femmes, des hommes ingénieurs
au sein de nos équipes donc de R&D, d'innovation, dont c'est le job de faire quotidiennement, j'ai envie de dire, des analyses de cycle de vie. Donc, depuis très longtemps, on anticipe, quand on développe un produit, une innovation, on fait des analyses de cycle de vie, ce qui nous permet de voir quels sont les postes d'émission principaux et qui nous permet finalement d'engager et d'orienter nos plans d'action. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que c'est la phase d'exploitation, donc une fois que le mobilier est sur le terrain et dans la ville et offre un service et un usage, qui est la plus consommatrice ou la plus émettrice d'émissions carbone. Et donc, dans l'exploitation, souvent, ça va être la maintenance, l'entretien, donc la flotte de véhicules et les consommations électriques. Et donc, et c'est pas pour rien, comme on a cette donnée, on a cette information depuis un certain nombre d'années, notre stratégie actuelle, il y a une grosse part de la stratégie qui est dédiée à la réduction de notre empreinte carbone sur ces deux volets-là. Et de façon très concrète, aujourd'hui, typiquement, on active 3 leviers pour aller réduire, encore une fois, déjà notre empreinte carbone sur ce cycle d'exploitation. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des véhicules, le premier levier, c'est choisir le véhicule le plus neutre en carbone. Alors là-dessus, on est un peu dépendant des équipementiers. Pour autant, dès qu'on a des véhicules qui répondent à nos exigences et on est en capacité de choisir de l'électrique, de l'hybride, du GNV, on prend ce genre de flotte de véhicules. Et après ça, on va adapter nos usages, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, optimiser les tournées logistiques. On va former nos agents à l'éco-conduite. Donc ça, par exemple, c'est sur le volet véhicule. Sur le volet consommation d'électrique et électrique, idem, on active le premier volet qui est choisir le meilleur équipement possible. Aujourd'hui, on sait que la meilleure technologie, la plus qualitative et la moins énergivore, c'est le LED. Donc, on fait en sorte que dans tous nos mobiliers, on active et on intègre du LED. Et on a tout un planning, une approche qu'on appelle de rétrofit, où on va récupérer sur les parcs qui sont déjà existants et on va systématiquement transformer pour faire un passage en LED. Par ailleurs, donc une fois qu'on a le bon équipement, il faut activer toujours une fois l'usage. Et donc là, on active un certain nombre de leviers qu'on appelle l'éclairage intelligent, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'aller réduire les consommations du LED, même s'il est déjà assez efficace en énergie, on va quand même continuer à le réduire. Donc, on va activer, par exemple, des leviers tels que l'éclairage à la demande de nos mobiliers. Ça peut être le détecteur de présence. Ça peut être une adaptation de l'éclairage du mobilier par rapport à la luminosité ambiante. Et donc, on se rend compte que le LED plus l'éclairage intelligent, on est déjà en capacité de réduire jusqu'à 70% de la consommation électrique d'un mobilier de 2 mètres carrés, par exemple. Donc, on voit que les plans d'action sont concrets, sont efficaces. Par ailleurs, et c'est la troisième action complémentaire, une fois qu'on a le bon équipement et le bon usage, on a fait en tout cas le choix très tôt, dès 2014, de viser le 100% énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'une fois que l'énergie elle est réduite au maximum, l'énergie, en tout cas les consommations électriques résiduelles, on va les couvrir grâce à l'achat de certificats, donc de garanties d'origine énergie renouvelable, pour pouvoir aussi soutenir la filière énergie renouvelable. Donc, on a fixé ce cap 2022, 100% énergie renouvelable pour le groupe. Aujourd'hui, on est donc en très bonne voie, puisque les chiffres 2020, on est à 91% de couverture à l'échelle du groupe. Et la France fait partie des 29 pays qui sont déjà à 100%. Donc, ça fait maintenant 2 ans que 100% des consommations électriques de JC Deco-France sont couvertes grâce aux énergies renouvelables. Donc, on a cette vision sur nos postes d'émission et on y travaille ardemment au quotidien. Et c'est pour ça qu'en effet, on s'inscrit dans une accélération de notre trajectoire, je dirais, avec cette neutralité carbone à horizon 2021 pour la France. D'accord, très bien, merci. On ne vous entend pas, Pascal. Effectivement, j'avais coupé le micro. Avant de passer la parole à Isabelle Schumberger, je voulais juste rebondir sur une question là, sur quel est le pourcentage de réduction de l'empreinte carbone en 2020 lié à la réduction de l'activité publicitaire. Parce qu'effectivement, il y a eu une baisse sûrement d'activité liée au Covid. Donc, est-ce que finalement, ça entre dans le calcul de l'empreinte Je dirais oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a eu une baisse d'activité publicitaire, mais on le rappellera tout à l'heure, et je pense qu'Isabelle le dira beaucoup mieux que moi, notre business model et la publicité, elle est avant tout là et connectée à un service. Donc la publicité, en tout cas, et la communication et le mobilier et le service qu'on rend au quotidien n'a pas disparu pour autant, puisqu'on a affiché des campagnes pour les gestes barrières, on a affiché de la communication pour remercier les soignants. Donc, la réduction, elle n'est pas tant liée à la réduction d'une potentielle communication, elle est plutôt liée, encore une fois, aux efforts et aux actions tangibles qu'on met au quotidien en œuvre pour pouvoir réduire nos émissions carbone. Bon.
Très bien, bon, on va avancer avec Isabelle. Donc, vous allez nous rappeler de quand date l'intérêt de JC2Co pour les enjeux climatiques et environnementaux. Vous vouliez montrer peut-être un petit film en préambule? Oui. C'est le moment? On regarde d'abord le film. Voilà, je résume donc vos engagements. Donc, Oui. Isabelle, c'est l'occasion de rappeler un peu depuis quand JC2Co est voilà, est conscient de ces enjeux et engagé dans la société. Je pense que c'est un peu depuis ses origines. Depuis l'origine, c'est vrai qu'on peut dire finalement, c'est rappeler on se sent en tout cas acteur responsable depuis notre création et depuis toujours. L'entreprise, elle est créée dans le garage de ses grands-parents par Monsieur Decaux au milieu des années 60. Et en fait, il vient d'une famille simple, il n'a pas un sou vaillant. Et je pense qu'il a été élevé dans le respect des choses qui durent. Et finalement, c'est avec cet état d'esprit qu'il monte son entreprise. Il se concentre tout de suite, lorsqu'il souhaite développer ses premiers abribus, sur des abribus faits avec des matériaux nobles, de la fonte, du verre. Pourquoi de la fonte et du verre? D'abord parce qu'effectivement, ce sont des matériaux qui peuvent durer extrêmement longtemps et qui sont 100% recyclables. Et on voit, alors ça ne s'appelait pas analyse du cycle de vie à l'époque, hein, je ne crois pas, mais en tout cas, il sait qu'en utilisant la fonte, le verre, eh bien, ces matériaux peuvent être recyclés et qu'avec la matière première, il peut recréer de nouveaux objets dans la ville, ces objets d'infrastructure légère qu'il invente au fur et à mesure des années, l'abribus d'abord, puis les mobiliers d'information, les sanitaires qui permettent une vie en ville avec effectivement un accès à des toilettes, ça fait plus de 40 ans, et puis il y a un peu plus de 20 ans, les systèmes de vélo en libre service que tout le monde connaît. Finalement, c'est quasiment une économie de la frugalité hein, quand il démarre son entreprise. Pierre Rabhi ne l'a pas encore, je pense, posé et conceptualisé, mais on voit bien que c'est de là que vient l'entreprise. Elle vient de là dans la conception de ses mobiliers, mais elle vient aussi de là dans le fait que l'entretien, la maintenance, faire que les choses durent, est au cœur du business model de JC2Co depuis le début. Finalement, on a l'habitude de parler de qualité programmée à l'heure un peu de l'obsolescence programmée. On a fait travailler des grands designers, je pense à Martin Zekeli, pour réinventer avec nous comment, en refaisant par exemple juste le toit d'un abri qui avait déjà une trentaine d'années, eh bien, par un système que la commande publique permet, qui s'appelle le reconditionner à neuf, vous prenez un objet qui a déjà vécu, bien évidemment, si besoin, vous le repassez totalement en peinture, vous le réélectrifiez complètement si les normes ont changé, mais en tout cas, vous pouvez à nouveau lui donner une nouvelle vie.
Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, M. Decaux ne pouvait pas se payer l'eau potable pour nettoyer ses mobiliers, et la propreté a toujours été au cœur du sujet pour lui. Eh bien, il avait tout de suite installé des bacs dans la France entière pour récupérer l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle a 2 avantages, elle est gratuite, et puis elle permet, parce qu'elle a un pH neutre, de ne pas utiliser de détergent et donc de ne pas les acheter, ce qui permet de ne pas rincer, donc d'économiser l'eau. Et finalement, plus de 55 ans après la naissance de l'entreprise, on continue toujours dans le monde entier à nettoyer nos mobiliers à l'eau de pluie. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ce genre de détails, mais c'est vrai que ça a de l'importance. Et là, c'est vrai que, comme on en parlait pendant aussi le premier confinement, ou enfin la suite de la crise Covid, vous avez participé en diffusant des messages de soutien aux salles de spectacle fermées, par exemple sur les Colin Morris ou des choses comme ça. Enfin, vous êtes, oui, on a, voilà, pour dire que à l'heure effectivement où on ne peut pas retrouver les spectacles, on souhaite à tous d'être responsables et solidaires. On a, avec Mika, réussi à mettre dans Paris des magnifiques affiches colorées là récemment. Et puis, on l'expliquait tout à l'heure, Carole l'expliquait, notre modèle, c'est que la publicité permette de financer des systèmes d'infrastructures légères. Et même à l'heure où on avait interrompu pendant 8 semaines en France, pendant le premier confinement, l'exposition des campagnes publicitaires, nos abribus ont continué à fonctionner, les systèmes de vélo ont continué à fonctionner, les sanitaires ont continué à fonctionner, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un engagement pour rendre la vie plus agréable en ville. C'est un engagement profond de l'entreprise depuis toujours, et on y est très attentif, même au cœur de crises comme celle qu'on est en train de vivre. Et donc, voilà, je voulais pas qu'on termine notre échange sans avoir parlé aussi des actions collectives que vous menez avec l'interprofession. On l'a vu hier avec TF1, avec Prisma aussi, la notion de les actions ont d'autant plus de poids si elles entraînent en fait tout un marché. Donc, vous avez participé aux travaux de l'UPE, l'Union de la publicité extérieure, pour définir une trajectoire climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut souligner que c'est le rôle du leader d'ouvrir la voie, d'être innovant, de pousser toujours plus loin les innovations, mais seul, on va peut-être vite, mais on ne va pas très loin. Et donc, c'est très important pour nous de jouer collectif, parce que c'est comme ça qu'on peut être tous plus forts. Montrer l'exemple, c'est bien, mais emmener toute la profession, c'est mieux. Je vais laisser peut-être Carole répondre très brièvement, puisque c'est elle qui participe à la commission RSE de l'UPE, Union de la publicité extérieure. Oui, en effet, c'est vrai qu'on peut souligner que l'UPE s'est saisie de ces questions-là assez tôt, parce que nous, dès l'année dernière, on a créé cette commission RSE qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'y représentais le développement durable, on avait également le marketing, les affaires publiques, les équipes commerciales, donc c'est vraiment des fonctions complètement transverses à l'entreprise dans les différents acteurs qui composent aujourd'hui l'UPE, qui se sont mis autour de la table et qui ont avancé sur ce sujet-là. Donc on est assez fiers, en tout cas, d'avoir mis en commun tout, tout à l'heure je parlais d'analyse de cycle de vie, donc on a mis en commun un certain nombre de données, on s'est fait accompagner par KPMG, un acteur neutre qui était un peu notre chambre noire, parce que c'est vrai que là on travaille entre concurrents, mais à un moment donné il faut savoir aussi travailler ensemble quand on adresse des sujets tels que la transition écologique. Et donc on a mis dans cette boîte noire gérée par KPMG toutes nos données, tous nos ACV, toute notre empreinte carbone, pour être capable aussi après de savoir d'où on partait. On a collecté tous les plans d'action de l'ensemble des acteurs, tous les plans de réduction, et on a fait une projection tous ensemble. Et donc, ça nous a permis en effet d'arriver à deux engagements forts, je dirais 3 engagements, mais structurés sur 2 verticales fortes. Le premier, la transition écologique, c'est-à-dire qu'on s'est fixé comme objectif collectif pour la communication extérieure en France à réduire de moins 20% nos émissions carbone d'ici 2025 et moins 48% d'ici 2030. Et donc avec un certain nombre de plans d'action qui sont détaillés et que vous pourrez largement retrouver sur le site de l'UPE si vous voulez creuser davantage. Et on a aussi un axe très fort qui est la communication responsable. Comment est-ce qu'effectivement on met à disposition l'influence positive, le pouvoir et la responsabilité de notre média pour porter ces sujets de transformation de communication responsable. Et bien sûr, un troisième volet, mais là qui est plus interne, mais qui est hyper important, c'est la transparence sur, je dirais, l'avancée de notre démarche, c'est-à-dire le suivi, la performance et comment est-ce qu'on va en rendre compte à l'externe par ailleurs dans les années qui viennent. Donc voilà, donc en fait,
on est assez fiers collectivement d'avoir réussi à aboutir à ces engagements de l'UPE avec une trajectoire carbone et un volet communication responsable ambitieux et proactif. D'accord. Alors, je vois juste une petite question là. Ce serait dommage de ne pas y répondre. Est-ce que JCDecaux pourrait refuser des annonceurs de produits qui ne sont pas responsables? Alors, notre charte de déontologie, toutes les semaines, analyse un certain nombre de campagnes qui, bien évidemment, se doivent de respecter tous les engagements et toutes les recommandations de la RPP. Et nous sommes très vigilants au sein de ce comité qui est complètement pluridisciplinaire. Il y a des juristes, il y a Carole, le commerce, le marketing, la communication. C'est vraiment important pour nous, effectivement, de savoir ce qu'on met dans la rue. Quand vous êtes dans l'espace public, ça vous oblige, ça vous engage. On est un média très puissant, un média inclusif. La communication extérieure, elle est partout, où que vous soyez, et elle oblige à la fois les marques, mais aussi les acteurs de ce métier à être très responsables sur ce qu'ils disent dans l'espace public. Oui, donc vous êtes un acteur de la ville et de la société. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez défini votre raison d'être comme le propose la loi Pacte? Alors, on ne l'a pas vraiment défini, je dirais, en attendant, avec la loi Pacte. En fait, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de cet entretien, Pascal, finalement, on souhaite être un acteur responsable, engagé et qui, par ses actions, améliore durablement la vie en ville par les services que l'entreprise propose. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci pour cette présentation donc, de vos actions. Et nous continuons donc la conférence avec, merci encore, avec la table ronde. Donc, on l'a vu, la presse et la publicité extérieure font des actions pour limiter l'impact de la publicité sur l'environnement. On a vu aussi le témoignage de TF1 Pub hier qui nous parlait de sa transformation, de son rôle moteur dans la filière télévision et digitale. Maintenant, avec le temps de la table ronde, j'accueille Arnaud Tomasi, donc de La Poste, Caroline Darmon de Publicis et Arnaud Doré de EcoAct. Bonjour. Bonjour Arnaud. Écoutez, c'est très bien, je commence avec vous. Vous êtes directeur de la Business Unit Média de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Alors déjà, dites-nous ce que recouvre exactement votre poste. Ça comprend à la fois la publicité adressée et non adressée. C'est ça, je dirais la division de La Poste qui développe les solutions marketing pour l'annonceur. Nos solutions, elles s'appuient sur nos atouts historiques de la proximité qu'on associe à des actifs de la donnée, du digital. En fait, on a deux grands pôles d'expertise. La connaissance client, du domicile au point de vente pour cibler les audiences, et puis les activations qui intègrent l'expérience physique du message, du produit au domicile et au point de vente avec les atouts digital. Les solutions marketing de La Poste, c'est 4 grandes marques. En fait, c'est La Poste, bien sûr, mais c'est aussi Mediapost pour l'univers de la communication de proximité, Sogec pour l'univers de la promotion, et Isoscale qui est la dernière née, qui est notre agence data marketing et de communication. D'accord. Donc, vous êtes ici pour nous parler de l'étude sur l'impact comparé du papier et du numérique que vous avez réalisé. Vous vouliez sortir des idées reçues un peu sur les catalogues papier d'un côté, la pollution numérique de l'autre. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Le groupe La Poste, vous savez, est engagé depuis très longtemps, on pourra en reparler, dans la transition écologique. C'est vraiment au cœur de notre modèle stratégique. Et dans ce cadre, on a vraiment acquis une conviction, c'est qu'on améliore bien que ce que l'on mesure bien. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé cette toute première analyse de cycle de vie des supports de communication, qu'ils soient print ou digitaux. On était, comme vous le disiez, effectivement, jusqu'à présent, dans une règne des idées reçues, avec cette idée que le papier, c'est physique, on pense visualiser ses impacts, et à contrario, on peut oublier parfois que derrière une communication digitale, il y a des serveurs,
dont la consommation énergétique n'est pas négligeable. Il y a des terminaux qu'il faut produire avec des ressources minérales qu'il faut extraire. Donc, on a lancé cette étude, on l'a faite avec le cabinet Cantis, et c'est une étude qui s'est inscrite dans un cadre vraiment très rigoureux. Alors, une ACV, déjà, c'est quelque chose qui est normé à l'échelle ISO. On s'est appuyé sur une revue critique par des experts indépendants qui ont regardé chacune des hypothèses qu'on avait pu prendre pour s'assurer qu'elles étaient valables, les données qu'on considérait étaient des données pertinentes. On a partagé cette étude avec l'ADEME, avec la première ONG de France, France Nature Environnement, avec le think tank La Fabrique écologique. Voilà, donc démarche très rigoureuse. Et l'ACV, c'est quoi? L'ACV, c'est vraiment de regarder les choses de manière globale. Depuis l'extraction des matières premières, le bois pour le papier, certaines terres rares pour les smartphones, par exemple, jusqu'au recyclage. Et avec chaque fois le souci du détail. Par exemple, où sont localisés les serveurs qui sont utilisés pour telle campagne de communication, pour tenir compte du niveau d'émission de CO2, du mix énergétique du ou des pays considérés. Où sont les usines qui produisent le catalogue et à quelle distance sont-elles de la boîte aux lettres qui va les recevoir. Et puis l'ACV, c'est enfin de regarder des choses dans toutes les dimensions. Naturellement, il y a le CO2, c'est absolument central, mais il y a aussi l'épuisement des ressources naturelles, la dégradation de certains écosystèmes. Il faut faire attention à ce que lorsqu'on optimise un paramètre, on ne vient pas en dégrader un autre. Donc l'ACV, c'est en tout 16 indicateurs que l'on considère pour regarder globalement l'impact du début jusqu'à la fin d'une campagne de communication. Et dans ce cadre-là, on a identifié différentes situations de communication avec chaque fois une stratégie de communication print et son équivalent digital. Et vraiment, on a pris dans chaque situation le point de vue de l'annonceur en regardant comment est-ce qu'il fait concrètement. Par exemple, on a regardé tout à l'heure le cas du catalogue promotionnel d'une enseigne de grande distribution. On a regardé au moment du premier confinement, vous vous rappelez qu'on avait suspendu la distribution au bout de ces catalogues, comment ces grandes enseignes avaient procédé très concrètement pour communiquer vers leurs clients. Voilà, donc ça c'est la méthode. Alors, vous pourrez retrouver sur notre site et on pourra vous les adresser l'ensemble des résultats, mais peut-être quelques grandes données. Voilà. Renseignements et différents scénarios que vous avez réalisés. On rappelle que c'est avec Cantis que vous avez fait. Donc c'est le cabinet Cantis absolument qui nous a aidé pour conduire cette analyse. Donc vous avez quatre scénarios. Le premier, donc une publicité automobile, c'est un mailing qu'une marque envoie pour parler d'une nouvelle modèle qui lance. Donc dans un cas un mailing, dans l'autre cas un site vitrine qui était conçu avec un email qui est envoyé pour attirer l'attention sur ce site vitrine. Et on voit que dans 13 des 16 indicateurs qu'on considère, le support print a un impact environnemental plus favorable. Et je vous ai mis ici un exemple de ces indicateurs qu'on considère, là l'impact sur la couche d'ozone, et on voit que le print a un impact 1,7 fois inférieur à celui du digital sur cet indicateur particulier. On a regardé aussi le cas de la facture d'électricité. Alors, ce n'est pas du marketing, mais c'est néanmoins un enjeu de communication qui n'est pas neutre. Donc, facture d'électricité, on doit regarder 5 ans, vous savez. Donc, on a ce qui se passait lorsqu'on la reçoit en papier, puis ce qui se passe quand elle est conservée, mise à disposition sur un site Internet avec un mail qui vous dit « Attention, votre facture est arrivée ». Et là, on voit que sur 9 de ces indicateurs, le print est plus favorable que le digital en termes environnementaux. Là, je vous ai mis l'impact sur les ressources fossiles, 2,5 fois plus faible pour le papier que pour le digital. Si je reviens en marketing, et c'est le slide qui suit, on a regardé donc dans le domaine de la communication non adressée, un prospectus pour une chaîne de restauration, avec un équivalent digital sur les réseaux sociaux, avec un peu de vidéo. Là, on voit que dans 15 des 16 indicateurs, on a un print qui a un impact environnemental plus faible. J'ai pris ici l'exemple de l'impact sur le réchauffement climatique, le CO2, 3 fois inférieur pour le flyer que pour son équivalent digital. Puis le dernier exemple qui est intéressant, c'est ce fameux catalogue de promotion de la grande distribution dont je parlais tout à l'heure. On a regardé concrètement ce qui avait été fait pendant ce premier confinement et on voit que le stratégie de communication print dans 15 des 16 indicateurs est plus favorable d'un point de vue environnemental
que son équivalent digital. Là, je vous ai mis l'exemple de l'impact sur les milieux naturels avec, par exemple, l'acidification des océans. Donc, c'est un des 16 indicateurs que l'on regarde dans une ACV conduite suivant la norme ISO. Donc, ces résultats, ils sont intéressants en soi. Ils sont, pour nous, encore plus intéressants parce que c'est une façon de lancer une dynamique d'amélioration continue chez nos clients, chez nous-mêmes, sur le print comme sur le digital, parce qu'on est présent dans les deux. Donc, on veut agir dans les deux dimensions pour améliorer l'impact d'une campagne. Je pense qu'on est tous ici mobilisés pour offrir à nos clients de la performance marketing. Et avec cette étude, on a voulu donner des leviers concrets pour la coupler avec de la performance environnementale. Donc, dans votre étude, finalement, les différents scénarios sont plutôt favorables au papier. Globalement, oui. Alors, encore une fois, il ne faut pas refuser la complexité. C'est tout l'objet de l'analyse que nous conduisons. Donc, et on a pour chacun des scénarios ces indicateurs. Pour ceux que je vous ai présentés, qui sont effectivement la très grande majorité, on est sur un print qui est plus favorable dans la majorité des indicateurs, mais on peut avoir d'autres scénarios. Par exemple, systématiquement, l'utilisation des terres est plus favorable contre le digital que contre le papier, parce que pour faire du papier, il faut des forêts. Même si on recycle, même si ces forêts sont gérées de manière éco-responsable, on prend plus d'espace que dans le cas du digital. Donc, par exemple, systématiquement, le print est moins favorable que le digital quand on regarde l'utilisation des espaces. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup en particulier de mise en cause du papier là dernièrement avec des arrêts de catalogue. On a vu chez Monoprix ou chez Ikea. Mais est-ce que le problème c'est pas surtout la distribution sauvage de prospectus qui n'est pas forcément distribué par la Poste pour le coup? Oui, effectivement, à la base de toute démarche environnementale, il y a la question du bon ciblage. Parce qu'il limite fortement le gaspillage, parce qu'il assure aussi une plus grande efficacité environnementale. Donc, c'est vraiment très important. Et ce ciblage, il est vrai aussi en communication non adressée pour le prospectus. On fait du géomarketing. Et je voudrais là vraiment rappeler qu'il y a de nombreux foyers qui sont réceptifs à ce prospectus, ne serait-ce que parce que il y a des enjeux de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a 6 ménages sur 10 qui font leurs courses à 10 €. Donc, on n'est pas dans la surconsommation. Pour ceux qui n'en veulent pas, effectivement, il y a le stop pub qui a été mis en place pour qu'il ne soit adressé qu'à ceux qui cela a un sens. Et à la Poste, avec Mediapost, on a engagé depuis le départ dans un respect scrupuleux du stop pub. Et on va même plus loin avec toute la filière de la distribution en boîte aux lettres, en prenant des engagements avec l'ADEME pour un plan d'action volontaire sur le sujet du respect du stop pub, du développement du stop pub. D'ailleurs, j'ajoute que la loi a récemment évolué sur ce domaine puisque désormais, elle renforce les sanctions en cas de non-respect du stop pub et c'est une très bonne chose. Moi, je crois qu'il faut vraiment capitaliser sur ces mouvements récents, prendre le temps d'en tirer tous les enseignements et sans doute, je reviens sur mon point précédent, ne pas oublier ce que nous enseigne l'ACV. Si on poursuit un objectif d'amélioration de l'empreinte environnementale de nos communications, se rappeler que substituer un prospectus par son équivalent digital, ce n'est pas forcément vertueux. Je pense que c'est important d'avoir également en tête lorsqu'on se projette dans l'avenir. C'est vrai que par rapport au stop pub, là actuellement dans la loi climat et résilience qui est en discussion, il y a une proposition de 8 pubs au contraire, d'être volontaire pour recevoir des prospectus. En tout cas, c'est un sujet qui est aujourd'hui discuté au Parlement avec éventuellement des tests de cette démarche. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui a déjà été lancé et capitalisé sur ces dernières avancées. D'accord. Bon, très bien. Merci Arnaud. Je souhaitais maintenant donner la parole à Caroline Darmon. Vous êtes directrice RSE de Publicis France et vice-présidente de la commission RSE de l'ACC. Alors, donc on a parlé des médias papier et numériques. Parlons aussi de la publicité télé. On pense au tournage. On imagine que c'est un poste important d'impact environnemental, le fait de faire des tournages à l'étranger. Et peut-être qu'avec le Covid, il y a eu moins de tournages plus locaux, donc plus favorables à l'environnement. Il y avait moins le choix, en effet. Oui. Non, ce qui est intéressant de souligner pour rebondir sur ce que disait aussi Arnaud, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on a remarqué côté agence de communication, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets finalement assez récente.
chez Publicis, on a commencé à mettre en place un process qu'on appelle d'éco-communication à partir de 2017, où du coup, on a regardé pour l'ensemble des supports de communication, quelles que soient les étapes, où étaient nos impacts, comment est-ce qu'on pouvait les diminuer. Donc, l'ACV dont parlait Arnaud tout à l'heure, mais là, pour le coup, sur l'ensemble des supports, donc du tournage, en effet, du shooting, du print, du digital, de l'événementiel, etc. Et du coup, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait les diminuer en s'appuyant sur soit des experts internes, notamment sur la partie print et tournage, et puis sur des experts externes, par exemple sur la partie numérique, on s'appuie beaucoup sur le collectif Green IT, qui nous aide justement à progresser dans ce sens-là. Et donc, on a remarqué que quand on a commencé à mettre en place ces process en 2017, honnêtement, on allait en parler à nos clients et ils nous disaient oui, c'est bien, mais bon, ce n'est pas encore ma priorité. Et là, il y a vraiment eu une accélération depuis un an et demi à peu près. Le programme FAIR a beaucoup aidé aussi, créé par l'UDM avec ses 15 engagements pour une communication responsable, dans lequel il y a notamment un sujet d'éco-production. Et donc, du coup, aujourd'hui, les annonceurs sont en train justement de passer l'étape justement de faire attention à l'éco-conception de leur message, à l'éco-production et même à la fin de vie en fait de tous ces supports de communication. Et donc, du coup, nous, avec ce process qu'on a appelé No Impact for Big Impact, qui est donc forcément un clin d'œil au fait que normalement, la publicité, on doit avoir un maximum d'impact pour que ça fonctionne. Bah là, justement, le but dans ce process-là, c'est d'en créer le moins. On a justement accéléré sur cette éco-production en particulier, puisque en effet, quand on a fait justement la CV, on s'est rendu compte que c'était bien entendu la partie production qui concentrait le plus d'impacts environnementaux et sociétaux, et ça c'est hyper important parce qu'on parle beaucoup forcément, vu le sujet aujourd'hui, de neutre en carbone, mais il y a aussi l'impact sociétal qu'ont les communications, que ce soit au niveau du message, mais aussi au niveau de la production avec qui on travaille, dans quel lieu on les fait, etc. Et donc, du coup, on a lancé ce programme et on voit qu'il y a aujourd'hui une sensibilité vraiment forte au sujet et sur l'éco-production en particulier. En effet, notamment le Covid a eu des bonnes et des mauvaises choses par rapport à l'éco-production. En mauvaises choses, on peut dire que malheureusement, vu les conditions sanitaires, il y a eu un retour au plastique pour des raisons d'hygiène en fait et être sûr qu'il n'y ait pas de soucis de transmission, etc. du virus. Mais par contre, en effet, a été plébiscité, on va dire, le fait de tourner de façon locale, donc en France, qui évite beaucoup de transports. Et il faut savoir que les transports et l'énergie représentent en moyenne 60 à 70% d'un bilan carbone d'une production. Donc forcément, en tournant en France, on diminue cet impact-là et donc le bilan carbone s'en trouve forcément est forcément est forcément moindre que si on avait dû prendre l'avion, comme c'est quand même encore beaucoup le cas, puisque souvent ce qui en dehors de la période Covid prône est le fait que en France, si on tourne en France, on a des charges sociales qui sont élevées et donc forcément ça se ressent au niveau budgétaire. Ce qui explique qu'aujourd'hui, mais j'ai bon espoir, le KPI budget, quand on fait une production, est encore un KPI très important et moindre par rapport au KPI bilan carbone ou bilan impact sociétaux. Et donc, on continue à aller tourner dans d'autres pays où on est obligé de prendre l'avion pour y accéder, en mettant de côté parfois des problématiques de droits de l'homme, par exemple. Est-ce que si je vais tourner, par exemple, en République tchèque, où je suis obligée de prendre l'avion pour y aller, est-ce que pour autant, j'ai bien fait attention que c'était un pays où, par exemple, je dis n'importe quoi, les droits LGBT étaient bien respectés. Donc, voilà, il y a ce sujet environnemental qui est hyper important, mais il y a le sujet aussi sociétal qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Et donc, au final, vous faites le bilan carbone de vos productions déjà? Voilà, alors au final, on a certains clients qui étaient assez précurseurs. L'Oréal, par exemple, a été assez précurseur dans le sujet. Donc, on a beaucoup avancé avec eux dans un premier temps. On s'est donné un objectif en 2025 de faire les bilans carbone de l'ensemble de nos productions et pas que les productions où il y a de l'éco-production, c'est-à-dire où on a fait des efforts pour être plus responsable lors du tournage, en production, mais aussi en post-production après. Aujourd'hui, on est en train de passer toutes les productions qui sont voilà, avec un minimum d'efforts responsables, on fait leur bilan carbone quoi qu'il arrive. Et pour le coup, on propose une compensation ou une contribution carbone afin d'être neutre in fine que pour ces productions qui ont fait ces fameux efforts pour diminuer leurs impacts environnementaux et sociétaux lors des prods ou des post-productions. Et pour nous, c'est vraiment important parce que sinon, on ne progressera pas. Si on fait de la compensation
ce serait tout à fait faisable de faire le bilan carbone d'une production où on n'a pas fait d'effort particulier et de faire de la compensation derrière. Mais du coup, nous, on refuse de faire ça parce que pour le coup, c'est une sorte pour nous de greenwashing. On ne fait aucun effort et on décide de finalement se donner une bonne conscience en faisant juste de la compensation ou de la contribution carbone. C'est le pollueur-payeur, mais c'est pas… Voilà, exactement. Mais du coup, qui ne progresse pas. Quand vous faites de la compensation, c'est plutôt dans quel domaine, du coup? C'est aussi de la reforestation? Alors, on a un partenariat avec Cœur de Forêt, qui est un partenariat historique depuis plus de 10 ans avec cette association. Mais après, la réalité, c'est que nous, on propose des partenaires, mais beaucoup de nos clients, puisqu'on a la chance de travailler avec des grandes marques, beaucoup de nos clients, La Poste par exemple, vous avez déjà des projets de compensation et de contribution. Donc, le fait de compenser le bilan carbone de la campagne peut tout à fait être avec ces projets-là qui sont déjà travaillés en interne chez nos clients. D'accord. Très bien, merci Caroline. Arnaud Doré, vous êtes directeur associé Europe du Sud d'EcoAct, une société qui conseille les entreprises dans leur trajectoire climat. On a beaucoup parlé de vous, là, déjà hier d'ailleurs, avec MC notamment. Donc vous ne travaillez pas seulement dans la communication. La communication, ça représente quelle part de votre activité ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Caroline, c'est que on va dire que la prise de conscience, elle est vraiment de plus en plus importante vis-à-vis des annonceurs et des diffuseurs, et on va dire que notre activité, effectivement, grandit avec cette prise de conscience de plus en plus importante. Donc, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà, je ne vais pas donner de chiffres, même si il y a encore quelques années, on faisait très très peu finalement d'activité dans ce secteur de la communication, effectivement. Ouais. D'accord. Donc, rappelez-nous en quelques mots votre activité. Qui êtes-vous finalement? On parle beaucoup de vous, mais que faites-vous exactement? Eh bien, notre activité consiste à accompagner les territoires et les secteurs d'activité privés dans un objectif d'atteindre l'objectif net zéro qui finalement est ancré dans l'accord de Paris. Et donc, si on rentre un peu dans le détail, globalement, ça correspond à une approche un peu que je qualifierais un peu de 360 pour la mise en place d'une stratégie de lutte contre le changement climatique. Depuis la mesure de l'impact, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, en passant par le risque climatique, les plans de réduction, d'adaptation, de la mesure de la performance, du reporting, comment est-ce qu'on peut communiquer de manière correcte quand on parle par exemple, de neutralité carbone ou d'alignement avec l'accord de Paris. Voilà, toutes ces prestations-là font finalement partie de nos savoir-faire. Et également, puisqu'on a parlé de neutralité et de compensation carbone, nous aidons nos clients à monter leurs propres projets de compensation carbone ou à soutenir des projets de compensation carbone qui existent déjà sur la planète. Et comme on a rejoint très récemment le groupe Atos, aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer des solutions Green IT, donc comment faire pour que l'IT consomme moins d'énergie, moins de ressources, mais également de proposer des solutions d'IT pour favoriser la décarbonation. D'accord. Et donc là, que pensez-vous de la démarche de La Poste qui a fait cette étude comparative, par exemple? Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez recommander aussi à vos clients et qui devraient se généraliser? Alors qu'on recommande et qu'on fait également, et oui, enfin moi, pour répondre clairement, je pense que c'est une démarche que tout annonceur ou diffuseur doit entreprendre, parce que finalement, ce type d'étude permet de faire une analyse vraiment transverse de son activité, de voir où il y a des points d'ombre, où est-ce qu'on ne maîtrise pas finalement la donnée. Et in fine, aujourd'hui, on a eu plusieurs exemples. Et des fois, la version print va être moins impactante. Dans d'autres cas, ça va être la version digitale. Mais ça, c'est pas une étude faite par qui que ce soit qui va vous donner la réponse. Il faut vraiment la faire. Nous, pour prendre quelques exemples, selon nos observations, et tout à l'heure, il y a eu une question
qui était sur la méthodologie qui a été appliquée par Prisma, qui est aussi une méthodologie ACV, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie finalement du média qui a été utilisé. On a constaté que d'une manière générale, et encore une fois, ça ne remet pas du tout en question l'étude qui a été faite par La Poste, d'une manière générale, la version print a plus d'impact d'un point de vue du carbone, et là on ne parle que du carbone, que la version digitale. Mais force est de constater également que l'impact du digital est très sensible finalement au niveau de la localisation d'à la fois du stockage de l'information, mais également du lieu de diffusion. En France, on est plutôt favorisé de par notre mix énergétique. Je ne rentrerai pas dans le débat du nucléaire aujourd'hui, mais dans d'autres lieux, l'impact de l'énergie est beaucoup plus important. L'impact de l'énergie utilisée est beaucoup plus important. Et finalement, ce qui est vraiment aussi prépondérant, c'est le type de publicité qui est véhiculée. Quand on est sur quelque chose de plus, je dirais, straightforward, de plus simple, peut-être que la version papier est plus adaptée. Quand on est sur quelque chose de plus lourd en papier, la version digitale peut être plus appropriée. Mais encore une fois, il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. C'est chacun avec sa connaissance, sa maîtrise également de toute la chaîne qui est en capacité de répondre à cette question. Vous voulez dire que finalement, on exagère parfois un peu la pollution numérique, on incrimine beaucoup des fois les GAFA en disant qu'ils ont des serveurs, des gros serveurs qu'il faut refroidir, etc. Mais c'est pas forcément si impactant que ça. Alors, la pollution numérique, on va dire l'empreinte carbone du numérique à l'échelle du monde, elle est de mémoire aujourd'hui autour de 4-5% de notre empreinte globale, de nos émissions globales. Donc, c'est un sujet. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire que le digital n'a aucun impact, loin de là. Mais cela étant, le digital peut servir de solution. Cela étant, pour décarboner. Vous prenez l'exemple des GAFA. Alors, les GAFA ont on va parler de Google ou de Microsoft, ils ont des actions constantes pour diminuer l'empreinte carbone de leur data center parce que ça leur coûte moins cher. Et de gagner aussi en efficacité sur les data centers. Bon, il y a eux, mais il y en a d'autres. Hein. Enfin, Atos également propose des solutions efficaces. Mais voilà, c'est-à-dire que en fonction de la chaîne, finalement, de tout le cycle de vie du média qui est utilisé, il est impossible de dire d'avance que la solution digitale est mieux ou la solution papier est mieux. C'est impossible. Il faut connaître les circuits de distribution, il faut connaître la chaîne d'approvisionnement et de fabrication du papier, il faut connaître les lieux de diffusion, il faut connaître le poids, le temps, pour prendre le poids, le temps que va passer à lire finalement un consommateur de la publicité. Enfin, toutes ces hypothèses, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder pour être en mesure de comprendre l'impact. Si vous ne faites pas ça, c'est impossible de répondre à cette question. Alors justement, on parle tout le temps de la mesure. Enfin, c'est un des sujets qui revient le plus souvent, de dire finalement, voilà, si on s'engage dans des réductions, il faut aussi le mesurer. Mais vous avez l'air de dire que c'est presque chaque, en l'occurrence, chaque annonceur, chaque média doit faire sa propre mesure. Il n'y a pas de référentiel commun. Exactement. Alors, au fur et à mesure, on arrivera à construire un référentiel commun. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, cette prise de conscience. Et donc, les études, elles sont en train d'être faites. Donc, j'imagine que dans on va être optimiste, quelques petites années, on va être en capacité de mettre un référentiel en commun. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, ça n'existe pas. Oui, à ce stade. Parce que là, il y a une question, par exemple, est-il prévu un label qui certifie les productions éco-produites? Est-ce qu'on peut y arriver à ça ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Moi, je pense que oui, il est tout à fait possible de monter un label. Mais ça sera pas un label qui va dire il faut faire telle action, telle action, telle action. C'est plutôt un label qui va vous inciter à creuser le sujet, à montrer le résultat et à le confronter à un certain niveau que le label pourrait produire.
d'impact. Si je peux Caroline, juste me oui. permettre, oui, il y a un label qui existe, qui est fait par l'association EcoProd, donc qui est le label EcoProd. Oui, À la base, c'est plutôt les productions, c'est une association qui a été montée par TF1, France Télévisions, des productions, etc. C'est un label qui est plus là pour mettre en avant les productions responsables de tout ce qui est long métrage, séries, court métrage, etc. Et qui est un petit peu utilisé maintenant pour les films publicitaires, même si ça ne correspond pas exactement à notre métier. Donc oui, il y a quand même un premier label qui existe avec pas mal d'aides justement pour améliorer les productions de façon très concrète par cette association. Et si je peux juste ajouter, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'empreinte sur la manière de véhiculer le message, mais le message véhiculé est tout aussi important. Donc, on a parlé tout à l'heure, ou en introduction, du projet de loi climat et résilience qui a essayé de reprendre, je dirais, une des propositions de la Convention citoyenne, qui était d'interdire quelques publicités sur des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Moi, je pense que ça, c'est un vrai sujet quand même, qui aujourd'hui on a du mal tous collectivement à l'adresser parce qu'effectivement, quand même, la publicité induit un certain comportement dans notre consommation. Et alors, sans vouloir faire du tout de délation, pardon, de produits associés au transport, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune communication sur des véhicules thermiques aujourd'hui en France. Ça ne veut pas dire que... ce que je veux dire, c'est que par l'intermédiaire de cette communication-là, on incite finalement tout un chacun à se poser la question de sa mobilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et que les annonceurs doivent également se poser comme question. C'est vers quoi j'ai envie de faire évoluer finalement le comportement du consommateur que je cible au travers de ma publicité. Parce que finalement, le changement de comportement dont on parle assez souvent quand on parle de changement climatique, il ne peut pas se passer en un clin d'œil. Et je pense que la publicité joue un rôle très important dans ce changement de comportement, parce qu'on a tendance à conserver nos mauvaises habitudes, j'ai envie de vous dire, et moi le premier. Et nous mettre en avant finalement des solutions, des agissements différents est un moyen de participer à la transition bas carbone dont on a besoin urgemment. C'est vrai que les véhicules hybrides ou électriques, ils sont carrément surreprésentés par rapport à la réalité de la consommation, enfin des ventes. Hein. Pour le coup, c'est carrément la publicité incite, va au-delà de la réalité consommateur. Oui, sûrement, mais sur la mobilité, on a un besoin de passer sur une mobilité plus douce. Le véhicule électrique et l'hybride est une des solutions de transition. Ça ne veut pas dire que c'est on va dire la poule aux œufs d'or pour notre vision 2050, mais cela dit, on est obligé de passer par là si on veut pouvoir atteindre notre objectif. Donc c'est très bien. Enfin, je veux dire, même si ça ne représente pas la répartition du parc existant, on a besoin d'y aller. De se projeter. Caroline, vous, qu'est-ce que vous auriez à dire sur... Vous travaillez pour des transporteurs, enfin pour des secteurs de la mobilité. Donc, on travaille pour tous les secteurs. Oui, tout à fait. Tous les grands secteurs. Non, mais je suis assez d'accord avec Arnaud. Alors, c'est commode parce que moi, j'ai les deux Arnaud. Donc... Oui, vous êtes encadré. Non, moi, je suis assez d'accord avec Arnaud. En fait, pour le sujet de la loi climat et résilience est hyper intéressant parce qu'elle arrive à la fin ça fait un peu plus de 6 mois, voire 1 an, qu'il y a énormément de rapports qui sont faits, commandités par le gouvernement, mais d'autres faits par des associations, etc., qui pointent du doigt souvent la publicité, comme ça a été très, très souvent le cas, et à juste titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une publicité où on prône la surconsommation, où on met en avant des comportements qui ne sont pas en effet durables, où on prône le consommer plus versus le consommer mieux. On ne peut plus du tout être dans ce sujet-là et montrer ce type de comportement.
Mais en effet, là où je rejoins complètement Arnaud, c'est que la publicité a vraiment ce rôle et peut avoir ce rôle, et d'ailleurs on commence à le voir de plus en plus aujourd'hui, de faire changer les comportements. On a toujours été le reflet de la société dans ce qu'on essayait de vouloir projeter comme monde de la société. Il faut qu'on continue, mais cette fois-ci maintenant, en montrant des comportements durables, en mettant en avant plus des produits qui font plus attention à la planète et à la société, une fois de plus, au sens large. Et c'est vrai que moi, ce que je dis toujours, c'est que la publicité, finalement, elle n'est que le haut de l'iceberg, cette partie qu'on voit, la partie visible de l'iceberg. Quand on dit, il y a plusieurs, que ce soit la Convention citoyenne pour le climat ou d'autres, qui disent non, mais il faut interdire la publicité de certains produits qui sont les produits les plus polluants. Moi, je trouve quelque part que c'était assez hypocrite parce que finalement, c'est à la fois prendre d'un côté le consommateur un peu pour quelqu'un qui ne réfléchit pas ou qui ne voit qu'au travers de la publicité. S'il a envie d'avoir des informations, il n'y a plus de publicité, mais il a envie d'avoir des informations sur un produit qui pollue, il trouvera ces informations via les sites internet, via les influenceurs, enfin, il aura d'autres moyens pour les trouver. Donc interdire la publicité, finalement, c'est quelque chose qui n'est qu'une petite part du sujet. Le vrai sujet, c'est d'interdire tout simplement les produits qui polluent le plus. Si on pense qu'un produit est vraiment néfaste pour la planète ou pour la société, on l'interdit. Quand la loi aujourd'hui dit qu'en 2040, on ne vendra plus de véhicules thermiques, ben voilà, c'est clair. On sait que ces produits-là sont néfastes pour la planète. Donc, forcément, il n'y aura plus de publicité et on commencera sûrement un peu avant 2040 d'arrêter la publicité. Et ce que disait Arnaud sur l'exemple de l'automobile, c'est en effet de la responsabilité aussi des annonceurs. Nous, on met en avant ce que les annonceurs ont envie de mettre en avant comme produit ou comme service. Et c'est notre accompagnement, c'est de leur faire comprendre en effet que la société est en train d'évoluer et qu'on ne peut plus avoir 100% des parts de voix d'un annonceur automobile qui soit sur du thermique, ça n'est plus possible. D'où cette transition en effet de pouvoir montrer des produits qui vont plus dans le sens positif par rapport à la planète et puis du coup de changer en effet, de montrer des comportements plus durables au sens large. Donc voilà, pour moi c'est assez important de se dire que on peut avec la publicité, et une fois encore on commence à le voir, montrer des comportements plus durables où on va justement consommer mieux et moins potentiellement versus le consommer plus d'aujourd'hui et faire en sorte que la consommation ne soit plus l'image qu'on va représenter, mais c'est la façon dont on va se comporter qui va être réellement ce qu'on veut projeter et ce qu'on veut avoir comme image demain. Oui, c'est vrai que la publicité, bon, elle a été vraiment pointée du doigt quoi, par en particulier la Convention citoyenne. Ça fait longtemps, très longtemps, des siècles même. Oui. Là, dernièrement. Et en même temps, pour dire, voilà, son pouvoir d'influence, il peut aussi s'appliquer à des messages positifs. Et comme on a vu avec Sedeco, qui peut passer des messages de santé publique quand l'activité est ralentie. Enfin, en tout cas, voilà, la communication, c'est pas forcément ça peut être aussi une partie de la solution. Pour nous, c'est ce qu'on croit très clairement. C'est que c'est une partie de la solution et que l'idée, c'est d'embarquer, alors là, je prends ma casquette à ACC, mais c'est d'embarquer l'ensemble du secteur de la communication, donc que ce soit les agences, les annonceurs, les médias, les régies, etc., pour justement aller dans le bon sens et montrer ces comportements vertueux et les mettre en avant pour justement changer de mode de consommation. Oui, donc on a bien parlé de toutes ces actions de filière et on aura encore l'occasion d'y revenir. Juste sur Arnaud Tomasi, je reviens un peu à vous. Vous êtes vous-même un annonceur et un acteur de la communication, donc ça peut être intéressant de rappeler que vous êtes vous-même La Poste neutre en carbone depuis 2012. Oui, absolument. On est vraiment, sur ces sujets-là, engagé sur des choses très concrètes, de même que sur la CV, on aura des vraies campagnes, des choses très concrètes, pas des choses moyennes. Pour ce qui nous concerne, on est vraiment avec la transition écologique au cœur de notre stratégie. Vous avez raison, on est neutre en carbone depuis 2012. On était classé numéro 1 mondial par Vigeo dans le domaine de la RSE. Et comme beaucoup l'ont dit avant moi, avant de compenser, il faut réduire. Donc, on a une trajectoire de réduction très ambitieuse de notre empreinte carbone, pleinement compatible avec les accords de Paris. On agit pour cela, notamment sur la mobilité, parce qu'on est un logisticien, donc on a des véhicules, donc on a la première flotte européenne de véhicules électriques. On a contribué à la structuration de la filière d'ailleurs dans ce domaine-là. 100% de notre énergie est d'origine renouvelable. Voilà, donc on fait beaucoup de choses pour nous-mêmes et on le conçoit également comme étant une importante solution pour nos clients.
On sensibilise plusieurs centaines de milliers de ménages à la rénovation énergétique de leur logement. On est l'opérateur en Ile-de-France de Véligo, vous savez, c'est ce vélo électrique en location longue durée. Et dans le domaine des solutions marketing, pour revenir à nos sujets plus précisément, avec cette analyse de cycle de vie dont je vous parlais tout à l'heure, on a équipé chacun de nos commerciaux grands comptes d'un éco-simulateur qui permet de tester des typologies de campagnes les plus courantes pour une indication. On n'est pas dans le calcul fin, on est vraiment dans la simulation, mais l'indication de l'impact environnemental, print ou digital d'ailleurs. Et derrière, c'est ce qui est le plus important, c'est d'identifier avec ce client quels sont les leviers très concrets sur lesquels il peut agir pour réduire son empreinte, travailler sur le nombre de pages de son print éventuellement, sur le type d'angle qu'il utilise, travailler sur l'infrastructure, la localisation de ses serveurs quand on prend la digital. Alors, des choses très concrètes qui permettent pour nos clients qui cherchent cette performance environnementale eh bien d'avoir des objets sur lesquels avancer. Donc voilà, engagé pour nous-mêmes et engagé en termes d'apporteur de solutions pour la transition écologique. D'accord, très bien. Et donc, pour boucler donc, sur cette thématique de la publicité zéro carbone, je vous demande un peu à tous, est-ce que vous pensez que finalement c'est un objectif atteignable? Arnaud Doré, peut-être. Je l'espère très fortement parce que on a parlé beaucoup de la publicité, mais l'objectif de l'accord de Paris, c'est d'atteindre ce net zéro en 2050. Et là, on est beaucoup plus large que juste la publicité. Donc, comme on s'est fixé cet objectif-là, que ce soit à l'échelle du globe ou même à l'échelle française, eh bien, oui, je pense que pour ce qui concerne la publicité, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Et les autres, c'est pas juste une formule. Alors, ouais. Non, moi je pense que non seulement c'est envisageable, mais c'est atteignable. C'est-à-dire que, mais une fois encore, il faut bien le faire. Il ne faut pas juste compenser pour compenser, et là on sera neutre et on sera tranquille. C'est vraiment améliorer nos process, faire en sorte de diminuer nos impacts, et in fine, comme l'impact zéro n'existe pas, en effet, compenser pour atteindre ce zéro carbone. Après, par rapport à ce que vient de dire Arnaud, il a entièrement raison. La publicité, si on est honnête, en termes d'impact, c'est beaucoup moindre qu'un grand industriel ou ce genre de choses. Donc, on a notre rôle à jouer au niveau de cette neutralité carbone. On a notre responsabilité à jouer au niveau des messages qu'on véhicule, et une fois encore, montrer des comportements durables, avoir des messages qui montrent la société qu'on a envie, vers laquelle on a envie d'aller, montrer aussi par exemple la diversité au sens large de notre société et la représentation des personnes dans la communication, qu'elle soit plus variée, diverse et inclusive. Voilà, c'est tout ça, mais après sur l'impact environnemental, si on est honnête, le secteur de la publicité n'est qu'une petite goutte au sein de l'ensemble des secteurs qui existent dans l'économie française. Mais on y arrivera, moi j'en suis persuadée. Arnaud Tomasi, vous êtes d'accord? Tout à fait. Moi, je pense vraiment que la publicité, c'est un formidable outil pour créer des dynamiques. Et je suis convaincu qu'au-delà de l'empreinte propre de la pub qui nous lise tous aujourd'hui, la publicité peut avoir une contribution très positive à travers le comportement qu'elle induit. Je crois à l'empreinte positive. Alors, c'est compliqué de la mesurer. Je ne passe pas sur un terrain méthodologique, mais je suis vraiment convaincu que cet horizon est vraiment très positif, très enthousiasmant et qui nous mobilise tous, comme on a pu le partager aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très optimiste. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci, tous les trois, pardon. Merci pour votre optimisme. Très bonne journée à tous. Donc, notre conférence d'aujourd'hui est maintenant terminée. On se retrouve demain à 9h30 pour le 3e jour de cette semaine consacrée à la RSE. Et notez aussi qu'il y aura le Grand Prix de la communication d'engagement à 11h. Très bonne journée à tous. Merci, très bonne journée. Merci. Au revoir.